Enzo Honoré. C'est un honneur. Merci de prendre du temps pour répondre à mes questions. Là, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler aux assistantes virtuelles. Là, aujourd'hui, on est là pour parler aux entrepreneurs. Donc, on t'a invité vraiment pour partager ton expérience d'entrepreneur vis-à-vis de la délégation. Alors, je pense que beaucoup de gens te connaissent, mais je vais quand même te laisser d'abord te présenter et un peu expliquer où est-ce que tu es dans le grand univers du web. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu as démarré? Où tu en es aujourd'hui? Et c'est quoi la suite? Eh bien, salut Sarah et merci beaucoup de m'accueillir ici. C'est avec plaisir de prendre du temps pour partager, toujours. La délégation, c'est un sujet vaste, c'est un sujet compliqué. J'ai l'impression que la délégation, ça représente aussi, tu sais, notre chemin d'entrepreneur, tu vois. Et donc, c'est toujours regarder un petit peu dans le rétro les différentes étapes, les différents milestones qui ont été réalisés. Et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est assez cohérent avec justement l'évolution de la délégation. Donc moi, je m'appelle Enzo Honoré, j'ai commencé à entreprendre en 2016. Avant ça, j'étais commercial dans une agence web et c'est comme ça que j'ai appris finalement Internet, que j'ai commencé à développer mes compétences en tant que commercial, principalement, puis en tant que chef de projet par la suite. Et puis ensuite, j'ai eu envie de liberté. J'ai eu envie de voyager, j'ai eu envie de kiffer. Puis j'ai vu des gens qui vendaient des PDF sur Internet et je me suis dit, mais merde, pourquoi est-ce qu'on se fait chier, nous, avec des clients compliqués, machin et tout. Et donc, je me suis dit, tiens, le business en ligne, ça peut être cool, ça peut être top, des revenus passifs et tout. Bon, la réalité est complètement différente de celle que l'on découvre au début, mais ça reste quand même une aventure incroyable. Et du coup, j'ai voyagé autour du monde, j'ai développé des business en ligne. Ça n'a pas tout de suite marché, mais ce qui m'a permis, moi, de gagner ma liberté, ça a été l'e-commerce, le dropshipping pur et dur, comme on l'a découvert en 2016. Et puis ensuite, dès le début, j'ai lancé une chaîne YouTube dans laquelle j'ai partagé mes aventures pour créer une communauté, pour développer un groupe autour du business en ligne, autour de l'entrepreneuriat, autour de mes valeurs, autour de ma mission. J'ai tout de suite organisé des événements également avec beaucoup de networking un peu partout sur la planète. Et puis, j'ai voyagé comme ça pendant plusieurs années pour aujourd'hui plus me poser. Je me suis d'abord posé en Thaïlande, puis aujourd'hui en République dominicaine, puis demain peut-être en Europe, on verra. Et aujourd'hui, principalement, je fais 3 activités. Donc, j'ai 2 boîtes dans l'e-commerce où principalement, on a des sites thématisés, des sites de niche sur tous les domaines divers et variés. On a une trentaine de sites aujourd'hui dans nos parcs. Et on a un agent, un partenaire en Chine avec du stock et tout simplement, on vend nos produits principalement sur Google et un petit peu sur Facebook quand même, Facebook, Instagram en publicité. Et principalement, voilà, on fait du paid traffic et on développe également du SEO. Ça, c'est le gros pôle, celui qui me fait manger, celui qui fait beaucoup de chiffres, celui qui fait beaucoup de paillettes, celui qui fait aussi qu'on a développé des équipes parce qu'aujourd'hui, on a à peu près une trentaine de personnes qui travaillent avec nous. Et c'est grâce à eux notamment que tout ça existe. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Et j'ai une troisième boîte du coup qui est plus dans le service, celle-ci, qui a été construite autour de ma chaîne YouTube, autour de la communauté, qui s'appelle du coup La Tribu, c'est notre produit phare. Et c'est un club d'entrepreneurs sur le web qu'on a développé, dans lequel on accompagne les gens qui développent un business sur Internet à développer un business qui cartonne et puis développer un business surtout dans lequel ils sont heureux, dans lequel ils s'épanouissent, un business qui a du sens et dans lequel ils arrivent à garder cet équilibre travail, perso. Et là, du coup, on a aujourd'hui une centaine d'entrepreneurs qu'on accompagne dans la tribu. Et puis, je fais des vidéos, des masterclass, des interventions, des choses comme ça, du coaching également, on développe. Et là, on a une petite équipe, plus petite équipe en tout cas. On est aujourd'hui 4 personnes. Et c'est un business à peu près qui fait une dizaine de milliers d'euros par mois, tu vois, plus ou moins. Et voilà, c'est business de cœur. C'est un business dans lequel on prend beaucoup de plaisir. Et sur lequel aussi, du coup, on a été confronté à la délégation. Une délégation qui est différente parce que justement, quand c'est un business de cœur, c'est complètement différent que quand c'est un business qui est beaucoup plus chiffré, qui est beaucoup plus mathématique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler également. Voilà. Tout à fait. C'est un business qui te ressemble. Le dernier, moi, je me souviens quand je t'ai rencontré, voilà, le premier truc que j'ai vu, c'est quelqu'un de très, très ouvert, mais vraiment très, très ouvert. Donc, l'ouverture sur le monde et sur les gens, sur l'humain, je pense que ça te caractérise. Toi, tu connais beaucoup. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que toi aussi, tu as ça. Toi aussi, tu organises ça. Moi, je suis plus timidou quand même. Hein. Peut-être un peu plus timide parce que moi, je suis très extraverti. Mais si vous cherchez à faire un apéro entrepreneur dans le sud de la France, il y a de fortes chances qu'un jour, vous arrivez à passer chez Sarah, quoi. Donc,
on partage ça tous les deux, on Mm. se rencontre en networking et ouais, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui, rencontrer des gens, partager. Mais Ça ce a qui été fait aussi que tu des connais milestones les dans le développement. entrepreneurs. Hmm. Tu les connais profondément. J'ai souvenir du coup, après t'avoir rencontré, je te suivais et toi-même, tu interrogeais les entrepreneurs, tu leur Ouais, posais des questions, tu leur demandais comment ils étaient arrivés au succès. Donc je pense que tu as vraiment une vision à 360 degrés de tous les types d'entrepreneurs, pas seulement dans les e-commerçants, pas seulement les coachs, pas seulement le dev perso, pas seulement la finance. Ça fait une nébuleuse comme ça d'un petit peu ouais. de tout et tout le monde. Bah, je suis très, très, très passionné. J'ai commencé avec ça. Tout le monde pense que c'était une démarche, beaucoup dans le partage, etc. C'était une démarche très égocentrique et très égoïste, les amis, sachez-le. J'allais interviewer des gens qui avaient quelque chose que je n'avais pas et que j'avais envie d'apprendre ou de développer. Et donc, c'était naturel pour moi, qui adore discuter, qui adore partager, d'aller interviewer les gens. Aujourd'hui, on doit être à je sais pas, peut-être 250 interviews, quelque chose comme ça. Ouais. Et de gens effectivement dans tous les domaines. Moi, j'ai été, je pense, un entrepreneur avant le business en ligne. Le business en ligne n'est qu'un moyen aujourd'hui pour entreprendre beaucoup plus facile, beaucoup plus libre, qui donne beaucoup d'avantages. Mais j'ai plein d'amis dans le bâtiment, j'ai plein d'amis de la restauration et je suis tout autant passionné par leur business en fait et par ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ouais, je suis vraiment passionné par la création, passionné par le fait de se réinventer, le fait de se dépasser, essayer de comprendre comment tout ça fonctionne pour pouvoir moi-même, en fait, le premier objectif, ça a été moi-même de trouver ma voie, trouver ma place et créer un business dans lequel je prenne du kiff, dans lequel je me réalise, dans lequel je gagne ma vie, dans lequel je bâtis mon futur, celui de ma famille et de mes enfants. Et donc, ouais, c'est ça qui m'a amené là, quoi. Cool. Du coup, on parle de 2016. Délégation. Ouais. 2016, 2017, c'était quand et c'était quoi le premier truc que tu as délégué en tant qu'entrepreneur? Le premier truc que j'ai délégué, j'avais un groupe Facebook qui s'appelait Entrepreneur 2.0, Ah oui. qui était vraiment le mouvement en fait qui supportait tout ce que je faisais et qui était entreprendre finalement d'une façon différente, entreprendre sur Internet. Et donc du coup, on avait développé ce groupe Facebook. Je pense que à l'époque, j'arrête de poster parce que j'ai pas le temps, parce que l'e-commerce commence un petit peu à marchouiller, parce que j'ai des sites internet à côté à construire, j'ai des clients un peu dans le service à développer, et donc j'ai plus le temps d'alimenter autant que je veux l'alimenter. J'ai rencontré un jeune qui s'appelle Thomas Brachet, qui aujourd'hui est plus jeune du tout, il vient d'être papa, big up à lui, à un événement en Savoie, du coup, avec Joe de Savoie, qui est un autre entrepreneur que j'ai rencontré sur mon chemin. Et il y a ce gamin, qui, je sais pas, je crois qu'il a 17 ans ou 18 ans à ce moment-là. En parallèle de ses études, il retape des bagnoles avec des potes qui revendent pour gagner un peu d'argent. Il veut investir dans l'immobilier. Il a vraiment, vraiment les crocs. Et c'est un mec qui bosse. Et du coup, c'est un mec qui va rejoindre un de mes programmes. Et à ce moment-là, je vais dire, OK, bon, il y a ça à faire là, il faut faire le montage de la vidéo, je crois. Je crois que c'était un montage vidéo. Faire le montage de la vidéo pour partager dans le groupe. J'ai pas le temps. Qui veut s'en occuper, mais j'ai pas de thune, quoi. Genre, on gagne rien avec ce groupe, on le fait juste, je vais dire encore une fois, par philanthropie presque. Et du coup, je peux pas rémunérer, quoi. Et il a commencé à m'aider. Il a commencé à m'aider, il a commencé, je crois, à faire ce montage vidéo, puis après à répondre à des messages, puis après à modérer un petit peu le truc. Je crois qu'après, il fait un petit peu de SAV, tu vois, sur le business Enzo Honoré de formation. Enfin, de formation qui vendait pas de formation à l'époque, mais en tout cas qui aspirait à. Et je pense que ça va être ça. Donc, ça va être d'abord un montage vidéo, puis après de l'assistance au quotidien sur le fait de développer une communauté. Donc, modération, réponse aux questions, accompagnement un petit peu des gens qui se posent des questions autour de nous. Ça a été ça la première délégation. Et pour l'anecdote, je crois que j'ai fait un virement à 35 000 € à ce premier assistant 2 ans plus tard, dans le dernier projet e-commerce pour le coup qu'on a développé. Et
ouais, l'histoire, elle est magnifique. Alors, il faudrait que je fasse un podcast un jour avec ça. Mais en gros, du coup, donc ce gamin a fini ses études, Bac+3. Il a toujours continué à travailler avec moi. Il a vraiment monté en compétences. Je lui ai acheté des formations. Il a bossé et tout. Et on s'est développé dans l'e-commerce, du coup, à ce moment-là, en dropshipping. En 2018, je vais le faire venir en Thaïlande avec moi. Et donc, je mets un bureau derrière moi, comme ça, en mode gitan, dans ma deuxième chambre, et il va venir bosser tous les jours. On va vraiment essayer de faire le trou, de pousser, etc., de se développer. Et on va réussir à taper un produit, c'était fin 2017, je crois, un truc comme ça. Et début 2018, je crois que ouais, un virement à 35 000 euros, un truc comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, il est passé de rien gagner à avoir un petit salaire, puis avoir un vrai salaire, puis à un moment donné de gagner des pourcentages dans l'activité parce qu'il faisait l'intégralité du boulot, tu vois. Et du coup, 35 000 euros, ouais, ça doit être le résultat de 45 jours, je crois, du meilleur mois de vente que j'ai fait de ma vie. Et à 20 ans, ouais, je crois qu'il prenait un virement à 35K, tu vois. Donc, comme quoi, la première mission, la première délégation, elle amène vers de belles choses parfois. Ouais, et il y a de jolis débuts en délégation qui terminent par de vraies belles collaborations. Par de Et, vraies belles aventures, ouais, 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 ouais. Et ouais. ça, c'est une réalité. C'est un truc que je ne croyais pas trop. C'est le temps dans le business. Je pense que la loyauté, la persévérance, la perspicacité fait la différence sur énormément de choses. Le savoir-être passe avant le savoir-faire à des années-lumière aujourd'hui pour moi. Et donc, des gens qui bossent dur, qui se donnent, qui se développent, qui essaient de trouver des solutions, qui essaient de faire gagner du temps, qui essaient de faire avancer les projets et qui restent à côté de toi sur le long terme, finissent toujours par gagner d'une façon Mm. ou d'une autre. Alors, on ne fait pas la promotion du travail non payé, mais tout à l'heure, on parlera de rémunération. Ouais. Et là, ce qui est intéressant, c'est… Donc, je ne vais pas vraiment mettre la lumière sur la personne qui travaille sans être rémunérée, mais là, sur toi, je n'ai pas de budget et ça ne m'empêche pas d'oser demander parce que souvent, moi, c'est ce que j'entends, je n'ai pas de budget, alors je ne fais pas. Et même demander de l'aide, ça ne vient pas à l'esprit de certaines Ouais, c'est pas personnes. facile, hein. Je trouve C'est pas facile. ça difficile et en même temps, bah, regarde la diff, quoi. Bah, effectivement, aujourd'hui, ça a bien fini. Alors, effectivement, aujourd'hui, j'ai du mal, plus qu'avant, à demander de l'aide, par exemple, tu vois, sur des trucs. Quand j'ai pas de budget, en général, aujourd'hui, je le fais pas parce que ça doit être mon ego d'ailleurs, hein, mais en gros, comme il y a une certaine stature derrière Enzo Honoré, je me sens comme obligé parfois de rémunérer les gens, de le rémunérer correctement, etc. Alors que parfois, bah, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, et il faudrait aussi que je le fasse comme à l'époque, dire j'ai besoin d'un coup de main, qui a envie de bosser. Euh, mais effectivement, moi j'ai commencé comme ça aussi, c'est-à-dire j'ai fait mes armes en bossant parfois très peu rémunéré ou gratuitement pour des gens parce que je voulais gagner en expérience, parce que je voulais gagner en compétences. C'est quelque chose que je recommande à mes gars, à mes nanas qui suivent, c'est gagner de l'expérience, développer une valeur intrinsèque qui sera monétisable très 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 fortement. Et parfois, bah, développer cette valeur intrinsèque, quand on n'a pas, quand tu sais rien faire, bah, c'est parfois commencer à bosser pour pas cher ou gratuitement. Après, effectivement, il va falloir être smart et pas se faire exploiter et pas tomber là-dedans. Voilà, il faut réussir à valoriser son travail, il faut réussir à valoriser son temps. Mais je pense que parfois, trouver la bonne mission, le bon partenaire, peut-être c'est OK de travailler un mois gratuitement pour cette personne, prouver sa valeur, prouver sa loyauté, et ensuite pouvoir commencer à se faire rémunérer, tu vois. Je pense que ça peut être un bon Ben, moyen de travailler. on parle d'argent, alors continuons, puisque j'ai une question Allons-y. sur l'argent. D'habitude, c'est plutôt vers la fin. Toi, comment tu gères cette question épineuse pour certains? Parce que il est dit qu'en France, c'était un sujet encore en 2022 compliqué. Tabou de Comment, parler d'argent. comment tu règles cette question de rémunération avec alors, ou les assistantes ou de façon plus générale les Franchement, gens c'est un avec qui tu sujet qui est hyper collabores? compliqué. C'est un sujet qui est hyper compliqué parce que j'ai connu le monde réel avant de connaître le web, déjà. Donc, j'ai commencé au SMIC, alors que j'étais diplômé. J'ai commencé au SMIC. Et puis, j'ai réussi à gagner ma vie, machin. Mais bien gagner ma vie dans le monde normal, c'est 3 000 euros, tu vois.
Alors, j'avais des primes, j'étais commercial, donc j'arrivais à gratter et tout, tu vois. Mais dans le business en ligne, j'ai gagné beaucoup trop d'argent, beaucoup trop vite, peut-être trop facilement aussi. Et donc, effectivement, à un moment donné, tu as une décorrélation totale. Et je pense que tous les gens qui sont, notamment beaucoup de jeunes, tu vois, qui sont dans cette mouvance de YouTube, Facebook, et à suivre les entrepreneurs avec des chiffres toujours plus détonnants, mais sans qu'on connaisse réellement le bénéfice qu'il y a derrière. Si tu veux, les gens, ils ont des expectations, ils ont des attentes qui sont énormes, tu vois, et souvent, très souvent, décorrélées de la réalité. Et en fait, moi, au début, je me suis vraiment développé dans ce truc de j'ai envie vraiment de faire croquer les gens, j'ai envie de donner un max et tout. Et donc, typiquement, je donnais des pourcentages à tout le monde. Même l'assistante sur le business, elle avait un pourcentage des résultats et tout, alors que ça n'avait aucun sens, tu vois. Ça n'avait aucun sens parce que en plus, moi, à un moment donné, je me retrouvais à payer des sommes astronomiques pour quelqu'un qui n'apportait aucune valeur et qui n'était pas impliqué dans le business. Et donc, moi, ça me frustrait, mais elle était frustrée aussi parce que dès le début, j'avais dit que c'était les règles du jeu. Et j'ai fait plein d'erreurs. Mais une des valeurs qui est importante pour moi aujourd'hui, c'est de réussir à faire engager les gens, que ça soit humainement, financièrement, peu importe. Il faut que je trouve le moyen d'engager les gens. Donc, si leur seul leitmotiv, c'est l'argent, on va mettre un système de primes, par exemple. Si ils veulent du temps, s'ils veulent des vacances, machin, on va essayer de faire un compteur, de débloquer des missions en bossant un peu plus pour débloquer du temps pour, tu vois, je sais pas. On va faire que s'ils ont des enfants, on va essayer de leur envoyer des cadeaux, tu vois, pour qu'ils puissent offrir à leurs enfants, machin. On va essayer de trouver un moyen de les incentiver et de faire qu'ils soient engagés et de les récompenser. Humainement aussi. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ont juste besoin qu'on reconnaisse leur travail, qu'on les mette en avant, qu'on les remercie. Et ça peut paraître comme une espèce de stratégie pour ne pas payer les gens, mais c'est réel. L'humain, il a besoin, moi j'ai besoin de me sentir valorisé quand je travaille, de sentir que les actions que je mets en place ont un résultat. Et donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles j'essaie d'être très attentif auprès des équipes. Ceci étant dit, du coup, en développant une équipe qui est beaucoup plus grosse sur un business qui fait beaucoup moins de marge en pourcentage, tel que l'e-commerce, il a fallu que je revoie littéralement mes trucs à la baisse. Donc, typiquement, pour mon premier business e-commerce, j'avais un directeur, il prenait plus que moi. Gagnait entre 6 et 10 000 euros par mois. Littéralement, il avait un salaire fixe plus élevé que le mien et il avait un pourcentage sur les résultats, je ne sais plus, 15%, 20%, un truc comme ça. Et en gros, tout le monde gagnait au moins 2000 balles, quoi, plus ou moins. Chaque employé. On était, je sais pas, 6, 7, 8, tu vois. Et à un moment donné, quand tu commences à grandir, tu dis pour qui je travaille là en fait? Parce qu'à un moment donné, période plus creuse, le business tourne moins bien, ta publicité, les coûts augmentent, les marges descendent. Oui, mais les gens, attends, tu les habitues à un standard. Hein. Tu peux pas leur dire du jour au lendemain, ton salaire va baisser. Et donc, quand on a développé la nouvelle activité, du coup, avec mon associé Tristan, et qu'on a voulu se développer rapidement, recruter des gens. Donc là, il y avait deux critères. Il y avait recruter des gens bons, des gens déjà expérimentés, les payer correctement. Et puis aussi, j'ai essayé énormément de délégations en Afrique du Nord, délégations en Inde, délégations à Madagascar et tout ça. Et on en avait ras le cul. Donc on s'est dit, on va prendre des gens francophones, qui ont déjà, on va dire, une base de travail, qui ont déjà une certaine maîtrise des outils, qui sont déjà formés. Il y a plein de barrières, qu'elles soient culturelles, de la langue, etc., qu'on ne voulait plus avoir à passer. Donc, on décide de prendre une main-d'œuvre française ou qualifiée. Et donc, plus cher. Donc là, on revoit les grilles des salaires, bien évidemment, à la baisse parce qu'on ne peut plus donner minimum de cas à tout le monde en espérant que ça se passe bien. On veut créer une certaine forme de hiérarchie et de pouvoir faire que les gens montent. Donc, si tu les mets tout de suite avec des salaires très élevés, ça ne marche pas. Donc, grosso modo, on va être à peu près sur tout ce qui est SAV, qu'on doit être grosso modo sur un espèce de SMIC avec des primes sur l'intégralité du Q4, donc octobre, novembre, décembre, peut-être même janvier. On donne des congés. On donne des congés à nos freelances.
tu vois, on a vraiment cette vision de développement salarial. Donc, même si on a recruté des gens qui étaient sur un profil de freelance, notre objectif, c'est vraiment de les intégrer, de les interner à la société. Et donc, on leur file des congés. Donc, c'est pas énorme, tu vois, mais on doit filer une semaine et demie genre de congés payés par tranche de 6 mois ou un truc comme ça. Donc, tu vois, les filles s'y attendaient pas, elles sont contentes, machin, des trucs comme ça. On est bien évidemment sur une renégo grosso modo tous les 3 mois où tout le monde vient demander son petit rendez-vous et puis en fonction de la qualité du travail, en fonction des KPI, etc., peut demander quoi que ce soit. C'est pas dit bien évidemment que ça soit validé ou accepté, mais peut demander quelque chose. Ça, c'est les grandes règles. Par exemple, pour le SAV, il y a manager et assistant manager. Donc, il y a cette évolution possible, cette vision possible. Et on ne ferme pas non plus les autres postes de la société. C'est-à-dire que demain, on avait quelqu'un qui a fait de l'intégration produit, puis qui est passé au SAV. On avait quelqu'un qui était au SAV, qui est passé assistant SAV, puis qui est passé manager SAV. L'ancien manager SAV est passé directeur produit. Donc, on a aussi, et on cherche à proposer à nos équipes cette flexibilité, cette élasticité intellectuelle pour pouvoir aussi, pourquoi pas, évoluer au sein de l'entreprise. On essaye parce que c'est pas encore mis en place. Je mentirais si je disais que c'était déjà le cas, tu vois, comme le font beaucoup de PDG ou beaucoup de chefs d'entreprise, mais je vais essayer de pas mentir, tu vois, de faire une formation interne avec des formations, que ce soit en développement personnel, en gestion de ses émotions, en gestion du stress, en organisation, en productivité, mais également des formations marketing, des formations diverses et variées. On a acheté, je crois, des formations sur Udemy dans n'importe quel domaine. Genre, il y a une nana qui voulait se former dans la poterie, on lui a acheté une formation à 20 balles dans la poterie. Parce que dans les faits, nous, dépenser 20 balles, c'est que dalle, si tu veux. Et dans les faits, elle se sent appuyée peut-être dans ses passions, elle se sent l'opportunité de développer quelque chose. Et ça, c'est vraiment dans les valeurs core de notre boîte. Ça a été de dire qu'on veut des gens qui soient passionnés dans leur boulot, en parallèle de leur boulot. Et du coup, comme nos valeurs vont dans cette direction, si par exemple, je ne sais pas, moi, demain, on a un de nos salariés qui doit aller à une compétition sportive parce que c'est sa passion, c'est son kiff, dans notre vision, on doit l'accompagner là-dedans, tu vois, et on doit peut-être lui donner du temps pour aller s'entraîner avant, on doit lui donner du temps peut-être pour aller à sa compétition. C'est vraiment dans notre vision, dans nos valeurs, et donc c'est ce qu'on essaie aussi de donner à nos équipes. Intéressant de voir, c'est la première fois que quelqu'un me fait un retour comme ça. Il n'y a pas que l'argent en mode rétribution. On essaye. Alors, j'ai du coup un associé qui est très parisien, très chauvin, avec un bureau parisien, avec des employés à Paris. Moi qui est beaucoup plus nomade et beaucoup plus à distance. Aujourd'hui, on veut vraiment créer une culture d'entreprise. On a vraiment une ambition d'avoir une boîte qui est encore là dans 3, 5, 10 ans. Et donc, du coup, on essaye aussi de s'inspirer de comment créer un bon climat dans la boîte, comment faire que les gens soient heureux, comment faire que les gens soient en place, comment faire que Si tu veux, c'est comme acquérir des clients. Comment est-ce que je fais pour que mes salariés soient contents, pour qu'ils recommandent à leurs potes qui sont aussi des talents, qui sont aussi des A-players pour venir bosser avec nous. Et à partir du moment où j'ai vu qu'il fallait recruter des gens intelligents et des gens qualifiés, j'ai compris que uniquement le salaire n'était plus suffisant et qu'il allait devoir vraiment falloir créer une vision, créer un rêve, créer une cause commune pour laquelle on allait tous se battre. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à créer ce concept du bateau pirate, de dire qu'on partait à la conquête des 7 mers et qu'on cherchait des pirates pour venir avec nous vivre cette aventure. Et typiquement, tu vois, mon ancien directeur sur mon autre business e-commerce, il a perdu 2/3 de son salaire pour venir bosser avec nous sur la nouvelle boîte. Donc, je me dis, ça, c'est intéressant. On a réussi à construire quelque chose qui donne envie de venir bosser, tu vois. Ouais, c'est magnifique. Et ça, c'est nouveau. C'est clairement nouveau pour moi. On n'est pas du tout dans la maîtrise de ce qu'on fait. On est plus dans l'expérimentation au quotidien. C'est ce qui ressort de là, et c'est peut-être ça le conseil que tu peux donner à un débutant, parce que toi, tu as une boîte, tu as de grosses équipes, mais oser tester différents modes de rémunération, oser se tromper, oser faire de la merde, ne pas attendre d'avoir le système idéal, et puis discuter avec les gens, accepter de changer tous les 3 mois.
Communiquer, communiquer, communiquer. Je dirais que si demain tu dois recruter ta première assistante, ton premier community manager, ton premier coach, ton premier ce que tu veux dans le développement de ton activité, c'est communiquer. Savoir exactement pourquoi est-ce que la personne veut le job. Qu'est-ce qu'elle veut, c'est quoi ses aspirations personnelles? Où est-ce qu'elle se voit dans 3, 6, 12 mois? Comment est-ce qu'elle se voit, elle, s'intégrer dans ton écosystème actuel? Quel rôle elle veut prendre dans ta boîte, cette personne? À court terme, à moyen terme, à long terme? Et à partir de là, essayez toi de faire pour que cette personne puisse grandir, s'épanouir et prendre ce rôle dans ta boîte pour apporter un maximum de valeur à ta boîte. Bien évidemment, il faut réussir à penser au bonheur de l'individu parce que l'individu heureux va être plus productif et va faire que qui va mieux faire son rôle dans ta boîte. Mais en même temps, il ne faut pas non plus oublier le business. C'est-à-dire que faire que les gens soient heureux mais qui ne font pas avancer la boîte, ça ne sert à rien. Il faut réussir à trouver ce juste milieu qui, selon moi, est pas facile. Il y a pas mal de boîtes aux États-Unis qui ont exploré des trucs à ce niveau-là. Des boîtes, bien évidemment, des énormes boîtes comme Google, Enco, qui ont fait ça. Il faut le faire à une autre échelle, à notre échelle. Mais la communication, bien évidemment, c'est le step essentiel au départ et au quotidien. Casser les tabous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense qu'il faut essayer de chercher à ce que l'individu s'épanouisse et se réalise. Avec de la formation interne, avec peut-être Moi, je suis sûr que les gens qui bossent pour vous aujourd'hui sont prêts à bosser plus le week-end, sont prêts à bosser sur leurs heures personnelles si vous les rétribuez, et pas que financièrement, humainement. Moi, je demande des services à mes gars. Je suis dans la merde. On a un truc à mettre en ligne lundi. Franchement, je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que, s'il te plaît, samedi matin, tu peux m'appeler pour qu'on gère ça? Bah, bien sûr, Enzo. La question, elle ne se pose même pas. Les gens disent oui, tu vois. Les gens disent oui parce qu'ils sont impliqués par la mission, parce que… Puis, tu peux être sûr que je double le salaire de la gonzesse qui m'a aidé là, pendant un mois quand j'étais en PLS. Et c'est normal pour moi, tu vois. Alors déjà, à la fois où elle a bossé le samedi matin, je lui ai dit bah, vendredi prochain, tu pourras aller boire un verre en terrasse en pensant à moi, tu vois. Et je lui ai rien dit, mais je vais doubler son salaire. Parce qu'elle est intervenue le samedi, parce qu'elle est intervenue le dimanche, parce qu'elle n'a jamais dit non, parce qu'elle a bossé. Et je veux faire comprendre à nos équipes que si… C'est pas pour moi que vous le faites, en fait. C'est pour le projet. C'est pour délivrer à nos clients. Et donc, si on arrive à le faire, machin, tout le monde va gagner. Si on gagne, tout le monde gagne. Et puis, il y a aussi un positionnement particulier, c'est que sur cette boîte, depuis le début, nous, on ne se paye pas. Et c'est transparent. On est un petit peu transparent par rapport aux finances. Pourquoi je dis un petit peu? Parce que je ne vais pas faire un bilan de résultats à tous les salariés toutes les semaines en disant bon, bah voilà, alors cette semaine, nous avons gagné X euros, tu vois. Mais on est transparent dans le sens où on dit bah, c'est une bonne période, on gagne de l'argent et donc tout le monde va gagner de l'argent et vous aurez tous une prime à la fin du mois. Ou c'est la merde et on est en train de perdre de la thune et donc faites attention à vos dépenses. Les managers, ne vous emballez pas trop sur les cartes bleues, ne faites pas trop d'investissement, essayez de serrer la ceinture et continuons à avancer dans la bonne direction. Essayons de faire un maximum de ventes, essayons de répercuter sur nos clients, gagnons des avis, bref, atteignons nos objectifs pour qu'on puisse le plus rapidement possible sortir de cette phase, tu vois. Le premier trimestre est un trimestre de merde pour l'e-commerce, la guerre, machin, tout ça, ça ne nous aide pas. On communique à nos équipes. On dit voilà, c'est la merde, on se serre les coudes, il faut qu'on avance. Super, merci à Bernard, Robert et Jackie d'avoir travaillé sur la partie formation sur ce trimestre. Ça nous a sauvés. Ça nous a sauvés. Et on communique ça aussi pour, je pense, que tout le monde comprenne et se sente vraiment acteur de ce qui se passe, tu vois. Voilà. Intéressant, très intéressant. Tu as fait du management comme étude ou ça c'est venu vraiment sur le terrain? Ah bah non, je pense que j'ai lu des bouquins, j'ai regardé quelques confs, tu vois, machin. Après, quand c'est la merde, il faut trouver des solutions, quoi. Donc, quand il y a moi, j'ai eu beaucoup de problèmes. Hein. J'ai eu beaucoup de problèmes avec des gens. Hein. J'ai eu beaucoup de problèmes avec des gens. Et encore là, je viens de me séparer de façon très fracassante avec quelqu'un. Je suis trop sensible, en fait. Je suis trop sensible pour accepter que ça se passe mal. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait trop mal au cœur quand ça se passe mal pour que je ne trouve pas de solution pour que ça se passe bien.
Mais parfois, ça se passe mal. C'est comme ça, c'est la vie. Parfois, ça se passe mal, c'est comme ça. Mais le truc, c'est que là, typiquement, tu vois, donc on est sur le business de cœur pour le coup, donc le business Enzo Honoré. Et donc, c'est ce que j'expliquais à cette personne. Et je pense d'ailleurs que ce sera dans la formation, une formation gratuite qu'on va sortir il n'y a pas longtemps. Quand tu délègues une tâche qui est vraiment importante sur typiquement un business de cœur comme ça, donc par exemple, j'ai un bouquin qui est juste là, donc qui est mon livre que j'ai écrit, je suis en 2017, et j'ai délégué du coup la relecture. D'accord, j'ai pris 2 relecteurs différents. Mon bouquin est blindé de fautes. Je passe pour un connard encore en 2022 parce que le truc est blindé de fautes. Et typiquement, c'est une déception, mais c'est pas une déception. Déjà, c'est de ma faute, tu vois. Mais c'est une déception de. J'ai mis un bout de mon rêve entre tes mains et toi, tu l'as traité comme une mission de travail normale. Donc, c'est moi qui n'ai pas eu le leadership pour pouvoir t'amener dans ce projet, te faire comprendre l'importance de ce projet, qu'il soit émotionnel, financier, etc. Et donc, c'est ça que j'ai commencé à apprendre. Et là, il n'y a pas longtemps, encore sur ce projet, donc là, pour le coup, sur la vidéo, et je dis à cette personne, tu vois, je dis, tu as un bout de mon rêve de réussir un jour à impacter des millions de personnes, de réussir à développer une chaîne qui a un impact national, voire international, d'interviewer des entrepreneurs de génie qui ont fait des choses de fou, qui nous inspirent, pour pouvoir les avoir en face de moi, poser ces questions, vivre ces moments et le retransmettre à toute la communauté. C'est ça que tu fais. Tu fais pas du montage vidéo. Tu fais ça. Tu fais ce rêve, tu vois. Et bref, il m'a chié dans les bottes et ça s'est mal passé. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas énervé. Je lui ai envoyé un audio. Je m'en suis voulu un petit peu, non pas pour lui, mais pour moi. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas réussi à canaliser mes émotions. Je fais beaucoup de méditation, beaucoup de dev perso et tout. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas craqué sur quelqu'un. Tu vois. Et là, j'ai craqué sur cette personne. Et ça m'a vraiment fait chier. Tu vois. Ça m'a vraiment fait chier. C'est dur à vivre. Tu te remets en question, tu perds du temps, tu es mal dans tes basques pendant quelques jours. Et c'est des choses qui peuvent être vraiment évitées s'il y a une bonne communication. Si tu te voiles pas la face sur la réalité de ce que les gens veulent, de ce que les gens sont prêts à faire, de pourquoi est-ce qu'ils vont le faire. Et quand il y a des signaux, il y a des signaux. Il y a un truc qui dit, enfin, je sais plus, tu vois, mais c'est un truc du style, quand il y a doute, il y a pas de doute. C'est exactement ça, tu vois. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il faut crever les abcès, il faut prendre des décisions. Couper avec. En fait, c'est pas grave de couper avec quelqu'un. Tu regardes quelqu'un dans les yeux, tu as une aspiration A, j'ai une aspiration B, ça marche pas pour la mission. Bon, eh ben allons-y, passons à autre chose. Allez, dans tous les cas, on en aura le cul, toi et moi. On est le 15 du mois, on arrête. Passe à autre chose, je t'envoie ton virement et merci, à bientôt, tu vois. C'est OK, il n'y a pas de mal. Et ça fait partie du jeu. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se planter parce que se planter, c'est humain et ça fait partie du jeu. Dans la délégation, tu ne peux pas fit avec tout le monde. Il y a des gens qui, sur le papier, vont être géniaux et puis dans les faits, ça ne va pas bien se passer. Il y a des gens, tu vas peut-être sur le papier, c'est pas bon et puis en fait, c'est des killers. Il y a des gens avec lesquels tu vas être beaucoup trop dans l'humain, beaucoup trop dans l'émotionnel, tu vas connecter à leur personne et puis en fait, professionnellement, c'est des bites et c'est pas les personnes qu'il te faut avec lesquelles bosser, tu vois, ou c'est pas un fit, ça marche pas et c'est OK aussi. Et puis il y a des gens, humainement, tu vas pas fitter, puis ça va fitter professionnellement et puis ça va bien se passer comme ça. Il faut explorer, il faut essayer, il faut faire sa première délégation, il faut faire sa petite mission, simple, efficace, bien cadré. Apprendre à déléguer, c'est compliqué aussi. Faire un vrai cahier des charges, savoir sortir le truc que tu as dans la tête pour en faire une vraie mission applicable pour quelqu'un. Il faut penser à ça aussi, de tous les entrepreneurs, que ce que vous avez dans la tête, il n'y a que vous qui l'avez dans la tête. La façon avec laquelle vous voyez le monde, la façon avec laquelle vous pensez, il n'y a que vous qui pensez comme ça. Et au moment où vous devez déléguer cette tâche, il faut vous mettre dans les baskets de quelqu'un qui ne connaît pas votre business, ne connaît pas votre histoire, ne sait pas ce que vous pensez, ne sait pas comment vous avez l'habitude de travailler, et il va falloir décortiquer chacune de ces étapes. Aujourd'hui, je prends du temps pour déléguer une mission, pour être sûr que les attentes soient définies. En gros, j'ai un truc, tu vois, une espèce de spectre même qu'on utilise en interne. Quand quelqu'un crée un ticket, donc quand quelqu'un crée une demande, quand quelqu'un dit voilà, il y a un problème sur le truc, il faudrait corriger, c'est OK, quel est le contexte? Quel est l'objectif de cette tâche? Quels sont les livrables attendus et pourquoi est-ce que c'est important de le réaliser, tu vois. Et quand tu délègues une mission à quelqu'un encore plus qui ne connaît pas ton business, ça doit être encore plus précis que ça et il doit y avoir vraiment tous les trucs où un enfant de 8 ans, il lit et il comprend et alors il peut se mettre au boulot. Je pense que c'est un gros problème des entrepreneurs aussi, c'est de ne pas prendre le temps de cadrer cette délégation.
Et c'est un truc que j'ai appris moi dans mon boulot, du coup avec Nico, qui est mon mentor, qui est mon ancien patron, et qui justement, putain, faisait des trucs hyper précis. Tac, j'attends ça pour telle date, machin, tel truc. Et si ça se passe pas comme ça, voici comment ça va se passer, blablabla. Et j'ai eu mis du temps avant de l'implémenter, mais aujourd'hui, c'est vraiment un réflexe que j'implémente systématiquement. Et même en faisant ça, parfois les gens ne délivrent pas ce que vous voulez et ils font pas ce que vous voulez. Et ça fait partie du jeu. Mais il faut au moins. C'est un vrai travail de savoir poser ses idées, les expliquer à quelqu'un pour que quelqu'un puisse bosser. Et je pense que c'est souvent. En fait, les gens délèguent mal. Et donc, ça ne marche pas. Et après, du coup, ils ne veulent plus déléguer. Et je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus, ne pas avoir peur de se planter, faire le truc étape par étape, mais prendre vraiment le temps d'expliquer concrètement ce qu'on veut, pourquoi on le veut, comment ça doit être fait. Pas hésiter, ça c'était un conseil de Bertrand Millet qui je pense sera connu comme le loup blanc sur cette chaîne ou sur ce groupe, mais qui était de prendre du temps aussi parfois à travailler en visio, en partage d'écran, de voir comment les gens travaillent, de voir comment les gens, si vous avez l'opportunité, passer du temps avec les gens autour d'eux. Là, on va organiser avec mon pôle marketing un bootcamp pendant une semaine, je vais être avec eux, on va être là ensemble pour voir les interactions les uns les autres, comment ils bossent, les réflexes qu'ils ont. Parfois, il y a des gens, et ça nous arrive au SAV, il y a la nouvelle manageuse qui me dit « Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils passent 8 heures là où moi je passe 1 heure. » Et je lui dis bosse avec eux, regarde ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils utilisent. Et en fait, tu te rends compte que les gens, ils font des copier-coller à la souris. Tu te rends compte que les gens, ils ouvrent une fenêtre à la fois et qui machin, et qui truc. Ils n'ont peut-être pas les bons réflexes, ils n'ont peut-être pas les bons outils, ils ne savent peut-être pas comment utiliser les outils. Et ça nous permet du coup d'ajouter de la formation, de donner des conseils, de donner les directions. Et ça, je pense que c'est aussi un énorme problème. C'est on ne cherche pas à comprendre ce qui ne fonctionne pas, alors que parfois, il faut juste ça pour débloquer les situations, quoi. Du côté de l'agence, par exemple, il y a ça fait quand même pas mal de fois que j'ai le cas. Et du coup, ça ne fonctionne pas très vite aussi parce que les gens viennent quand ils sont dans l'urgence. Typiquement, dans 2 semaines, il y a un lancement. Oh, il me faut quelqu'un. Donc, le client est dans le stress. La nana, parce que moi, je bosse qu'avec des nanas, mais en tout cas, l'assistant ou l'assistante, elle prend le stress parce qu'elle se dit « je dois tout faire bien vite ». Forcément, ça ne se passe pas super bien. En tout cas, il y a des couacs. Et donc, tout le monde se dit « c'est de la merde, ça ne fonctionne pas, c'est toujours la faute de l'autre ». Et on arrête là et c'est dommage. On avait le cas, je crois qu'on avait foutu une de tes nanas un peu dans la sauce. J'ai plus son prénom. Elle était venue nous dépanner pendant 3 mois sur une mission. On avait une nana malade, c'était le pic de trucs et tout. Je pense que la nana, elle est ressortie des 3 mois rincée, fatiguée. Mais bon, ça s'est pas mal passé pour le coup. Mais je pense qu'elle en a chié effectivement. C'est peut-être elle qui en a chié, mais toi, tu t'es pas fait ton avis sur la délégation suite à ça, tu vois. Non. Alors que souvent, c'est le cas. Non, puis ça s'est bien passé. Enfin, pour le coup, au contraire, elle a fait le taf, elle est montée en compétence, elle a bossé, elle s'est donnée. Voilà, c'était RIM. Exactement. C'est vrai. Mais je pense qu'elle a pris un sacré coup de speed. C'est jamais bon, effectivement. Faut anticiper. C'est le gros problème de la délégation. Le timing. C'est toujours l'œuf ou la poule. C'est est-ce que tu recrutes pour pouvoir développer ou est-ce que tu développes pour recruter? Et la vraie question, c'est qu'en fait, il faut recruter pratiquement quand on n'a pas besoin. C'est dur, mais le schéma idéal et parfait, ça serait ça. C'est ok, on a besoin de personne, on va recruter quelqu'un pour que justement, dans 2 mois, quand on en a besoin, il soit opérationnel. Ça se passe jamais comme ça serait le mieux. La réalité, c'est essayer de trouver un entre-deux. Tu as une campagne, tu sais qu'elle va fonctionner, tu as beaucoup de data qui te disent que c'est bien, tu sais que tu vas avoir besoin de quelqu'un, essaye peut-être d'anticiper de 2 ou 3 semaines, comme ça tu sais que cette nana ne sera pas en rush sur les 2-3 semaines. Mon dernier recrutement, qui était du coup un assistant directeur marketing, donc c'est un rôle important sur un pôle marketing où aujourd'hui on est 3, donc en gros il n'y a personne et tu vas toucher un peu à tout. La première semaine, le gars il dit les gars, j'ai pas de boulot. Je lui ai dit c'est parfait, et prends ton temps, tu vois. Genre, prends bien ton temps. Maîtrise les outils, regarde ce qui se passe, maîtrise bien les canaux de communication, comment je communique, pourquoi. Prends ton temps. Semaine numéro 2, un peu plus de tâches. Semaine numéro 3, un peu plus de tâches. Je lui dis, t'inquiète pas, dans 3 mois, tu vas pleurer parce que tu auras trop de boulot, frère. Prends ton temps.
et ça m'a fait tellement de bien de ne pas avoir une pression et financière et temporelle, de pouvoir faire que les gens prennent leur temps et découvrent le job, les outils, les trucs. Parce que, et il ne faut pas l'oublier non plus, encore une fois, quand vous ouvrez les portes de votre entreprise à quelqu'un, il y a un enjeu pour lui. Là, typiquement, l'enjeu pour mon dernier salarié, c'est un mec qui était manager aux fruits et légumes, qui en avait ras le cul de faire des heures, de bosser dans un job pour lequel il n'avait aucune passion, aucun attrait particulier, qui avait vraiment envie de réussir à gagner sa vie depuis son ordinateur pour la liberté géographique, pour développer des projets un peu plus passionnants et puis vivre une aventure qui l'excite, tu vois. Il y a un enjeu humain. Donc lui, clairement, il a envie que ça se passe bien, il a envie de tout donner, il a envie d'être bien vu, il a envie que ça fonctionne. Et du coup, ça rajoute une couche de stress supplémentaire si tu lui donnes. Et dans mon cas, c'est très facile, hein, je peux te noyer sous les tâches et les complexités sans information, tu vas mourir et tu sors du boulot 2 mois après et tout le monde a perdu, tu vois. C'était un vrai plaisir de pouvoir… En gros, je crois qu'on lui a donné des accès genre que sur 1 ou 2 sites et on lui a donné des missions genre de base, de faire des analyses de chiffres ou des trucs comme ça, en mode voilà, regarde un peu ce qui se passe et puis demain on te donne d'autres sites et puis machin. Parce que, et ça c'est un truc que je faisais avant qui était une erreur, sur Enzo Honoré, je crois. Une assistante à l'arrivée, je lui faisais un mapping complet de l'intégralité des produits, des clients, de ce que je veux faire. Je lui racontais mon projet dans 3 ans. Le nombre de projets que j'ai pitchés à des futurs potentiels salariés partenaires de comment est-ce que j'allais conquérir la Lune dans 5 ans, c'était du temps perdu pour tout le monde, des informations inutiles dans la tête des gens. Et c'est quelque chose que… alors, je ne dis pas que je ne ferai plus parce que je pense que la vision, c'est important et c'est sexy, mais par exemple, je me souviens, Virginie, une assistante qui m'a aidé pendant plusieurs mois à développer sur le truc. Je l'ai trop incentivée. Il y avait trop d'infos, il y avait trop de tâches. Elle ne pouvait pas tout gérer. Et moi, je lui donnais une responsabilité énorme qui était: tiens, je suis dans la merde, je suis en PLS, je n'arrive pas à gérer mon caca. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux jouer avec et m'aider à le gérer? Et c'était trop pour elle, tu vois. Et ça, j'en avais pas conscience. J'en avais pas conscience. Et du coup, ça a tué la relation. Et c'est quelqu'un qui est parti, pas dans des mauvaises conditions, mais pas non plus dans une belle séparation, tu vois. Parce que faut faire attention, du coup, à pas surcharger les gens, à pas donner trop de choses, à pas leur donner trop d'informations. Et finalement, c'est imbuvable. C'est pas possible, quoi. Tout à l'heure, tu citais notre cher Bertrand Millet. Il y a quelque chose qu'il avait dit, et en fait, c'est ça, c'est comme une relation, tu vois, c'est comme une relation de couple, on apprend, et il y a comme on faisait quand on était ado, et qu'on faisait tout feu, tout flamme, et après, on grandit, on se calme un petit peu, mais si on n'essaye pas, si on ne fait pas des grosses bêtises sur le chemin, on ne devient pas un expert. Là, je pense que tu es arrivé à une jolie expertise de la délégation, évidemment, tu as encore plein de choses à apprendre, c'est ça la vie, hein. Mais… en tout cas, on a fait un gros tour. Tu as répondu à plein de choses. Je n'ai même pas eu besoin d'ouvrir la bouche. Et je pense que tu peux encore tenir comme ça pendant 2 heures, au moins. Mais on va s'arrêter ici pour trouver le titre de cette interview. Ce serait, de ton point de vue, ton mot de la fin, la clé de la délégation, c'est quoi? Par rapport à ce que tu m'as dit, j'ai un truc en tête. J'allais te dire autre chose. J'allais te dire que la délégation a changé ma vie et mon business. Un truc peut-être que j'ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui, et c'est un truc que j'ai vraiment compris en 2021, la valeur de tout ce que j'ai, ce que je fais est dans mon équipe. Ce qui a de la valeur, c'est mon équipe. Sans mon équipe, je ne fais rien. Et ce sont ces hommes et ces femmes qui construisent nos salaires à tous les mois, et qui m'aide à construire mon empire pour demain. Et c'est fou parce que pendant très longtemps, je faisais tout seul, je pouvais tout faire tout seul, et que voilà, je ne méritais que ma sueur et mon intelligence et mon travail. C'est la plus grosse connerie que j'ai pensé de mon jeune ego surdimensionné. Parce que la réalité, en fait, c'est qu'à partir du moment où tu as une équipe, tu vas beaucoup plus vite, tu vas beaucoup plus loin et tu construis beaucoup plus de choses. Et la délégation, c'est la clé du développement d'un vrai business et de pouvoir atteindre des gros résultats. Et je pense que
la valeur d'une entreprise et dans son équipe. Et dans ses process peut-être un peu aussi, mais et dans son équipe. Et donc, ouais, aujourd'hui, ça a littéralement changé ma vision de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait. Et typiquement, le cash flow que l'on génère aujourd'hui, ça a un seul objectif, construire une équipe solide qui va derrière nous permettre de faire plein d'autres choses. Et donc, du coup, la clé de la délégation, c'est de se lancer et de communiquer de façon très, 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 très précise ses attentes, ce qu'on veut, pourquoi, comment on le veut. Et je pense que si on commence en se lançant sur une première tâche assez simple, sans trop se prendre la tête, et qu'on fait cet effort de rédiger un cahier des charges et d'apprendre, vous tapez sur Google comment exprimer un besoin, d'accord ? Vous allez tomber sur des choses, vous allez apprendre. Et donc, faire une bonne expression de besoin et de se lancer en communiquant avec de l'empathie, ça devrait bien se passer, quoi. Voilà. Tu deviens un homme sage et mûr, Enzo Honoré. Écoute, je deviens beaucoup de choses tous les jours, un petit peu plus. J'espère que ça nous emmène dans la bonne direction, on verra. J'y crois. En tout cas, merci. Merci pour tout. Et bientôt, hein. De toute façon, on ne se perd pas de vue. Très bien. Merci beaucoup, Sarah. Ça va être publié du coup sur YouTube, sur ton groupe. Comment est-ce que tu vas utiliser voilà. YouTube. Eh bien, là, bonjour YouTube. Sur YouTube. Laissez un like, abonnez-vous à cette chaîne, bien évidemment. Repartagez cette vidéo à tous vos amis. Et puis, pensez à mettre des commentaires en dessous. Écrivez Tortue Rouge. Voilà, Tortue Rouge dans les commentaires. Merci, Sarah. Merci, Enzo.